nous avons essayé de rebondir sur le salon de la jeunesse qui se tient à Montreuil pour aussi faire une connexion avec l'exposition qu'abrite l'Institut du monde arabe et poser un certain nombre de questions sur l'édition, la diffusion et la publication de la littérature jeunesse et de la BD. Et nous avons en collaboration, c'est-à-dire c'est une collaboration interne à l'IMA de trois services qui ont conjugué leurs efforts pour monter donc cet après-midi, à savoir la médiathèque jeunesse, les jeudis de l'IMA et les activités pour les actions éducatives et la librairie évidemment. Donc merci d'être avec nous pour cette rencontre et je voudrais aussi remercier les invités qui ont pris sur leur temps et aussi qui sont venus du Maroc, notamment Nadia Salmi, éditrice et directrice des éditions Yomad, qui représente une des maisons d'édition les plus prestigieuses au Maroc et qui a publié de nombreux livres justement dédiés à la jeunesse et tout son travail est évidemment orienté dans ce sens-là. Et évidemment, je laisserai le soin à Georges Morin de présenter un par un les autres participants. Évidemment avec Halima Hamdan qui est conteuse et romancière, qui vient de publier aux éditions Yomad un conte puisé de la tradition orale marocaine, Hadiddan al-Harami, et qui vient d'obtenir le Grand Prix d'Atlas, un prestigieux prix d'ailleurs, au Maroc, pour ce conte. Donc voilà, pour la première partie, donc, ce sera un débat sur la littérature jeunesse au Maroc et au Maghreb. Évidemment, on a tenu aussi à élargir un peu le champ de la question en invitant l'une des meilleures spécialistes qui va nous parler donc de la littérature au Moyen-Orient, peut-être dans les pays du Golfe, et faire un état des lieux peut-être de la question dans le monde arabe. Et puis la deuxième séquence sera dédiée à la BD, et là on aura un autre panel qui va se pencher sur cette question. Voilà, je remercie Georges Morin qui a pris sur son temps, puisqu'il était d'avoir accepté donc de modérer cette table ronde. Et merci encore une fois, et c'est à toi Georges. Merci beaucoup Mahdi. Alors, écoutez, je suis très heureux d'avoir pris sur mon temps, comme tu dis, c'est très gentil. D'autant plus que ce matin, je le disais à nos amis, j'ai eu le plaisir de tenir un débat avec Abdellah Taya, que vous connaissez, hein, le jeune auteur marocain, à l'Institut des cultures d'Islam à Paris, avec du monde, excusez-moi, il y avait près d'une 50aine de personnes autour d'Abdallah. Et puis voilà, on a fait un beau débat sur le Maroc, sur la littérature, sur l'œuvre d'Abdallah, bien entendu. Et donc je suis très heureux de me retrouver ce soir dans une autre grande maison
consacré à la découverte du monde arabe et de l'islam, qui est donc l'Institut du monde arabe. Donc merci de nous accueillir. Alors, j'ai le grand plaisir d'avoir autour de moi beaucoup de Marocains, c'est normal, puisqu'on va parler surtout de la littérature marocaine, mais aussi un ami tunisien de Sfax. Moi-même, je suis né en Algérie, et vous-même, vous êtes une Marseillaise normale, entre guillemets. Voilà. Normal, très bien. Alors, on va les prendre dans l'ordre où le programme les présentait. Donc, Halima Hamdan, donc écrivain et conteuse, comme le dit le programme, mais elle est aussi romancière, écrivain jeunesse. Elle écrit en français et en arabe. Elle est conteuse surtout, elle participe notamment à une belle expérience au Quai Branly. Elle monte des spectacles aussi, et notamment elle va monter bientôt, elle vous en parlera, une adaptation des Mille et une nuits au Tarmac, un spectacle bilingue là aussi. Voilà pour Halima. Ensuite, donc sur ma gauche, Nadia Esselmi, donc Mathie vous en a déjà parlé, donc diplômée de littérature française. Et alors tu as dit, c'est une des maisons d'édition, c'est la première maison d'édition au Maghreb, au Maroc, à Rabat. Elle l'a fondée en 1998, avec des auteurs prestigieux comme notamment Driss Shraibi, Abdelatif Lahabi, Abdallah Laoui, etc. Fouad Laoui, pardon. Et puis donc surtout une actualité très brillante, puisque pour la 4e fois, les éditions Nomades, avec un livre de Halima Hamdan, ont obtenu le prix Grand Atlas, qui est décerné chaque année par un grand jury qui est piloté par l'ambassade de France à Rabat, et qui s'appelle Hadidan Le Rusé. Voilà, et puis elle, donc, Nadia me disait tout à l'heure qu'elle travaille beaucoup sur, c'était un peu sa passion, sur le patrimoine immatériel du Maroc. C'est un peu la toile de fond sur laquelle elle travaille en permanence depuis longtemps. Donc, un ami moi je suis de l'Est algérien, donc enfin encore plus à l'Est que moi, donc un Sfaxi, donc un habitant de Sfax, alors qui a beaucoup de cordes à son arc, puisqu'il est, il est peintre, il est graphiste, surtout graphiste, illustrateur, il est professeur à l'Institut de design et d'illustration de Sfax. Et puis surtout, il m'a appris tout à l'heure qu'il avait fait un tour du monde, alors en tranche, parce que quand je lui ai demandé de quand à quand, il m'a dit de l'âge de 16 ans à l'âge de 34 ans. Et attends, il n'a pas bourlingué autour du monde pendant tout ce temps-là. Il me dit non, par tranche de 5, 6 mois, voire 1 an et demi parfois. Et donc, il a des magnifiques carnets de voyage. Malheureusement, il est très égoïste, et donc il les garde pour lui, des grands livres. Il va peut-être nous les montrer, pas ce soir peut-être, mais enfin bon, si vous êtes gentil avec lui, il pourra vous montrer ses carnets de voyage. Voilà. Ensuite, dans l'ordre toujours du programme, je l'ai même passé avant. Vous voyez, c'est mes solidarités orientales. Mathilde Chèvre, qui est donc à l'extrême gauche de ce plateau. Chercheur associé à l'IREMAM, directrice des éditions Le Port PORT, rassurez-vous, Le Port à Jauny, qui était installé à Marseille. Alors, je vais prendre mes notes parce que nous venons de faire connaissance. Donc, Mathilde Chèvre, donc elle a commencé par être illustratrice de livres pour enfants. Elle a donc créé cette maison d'édition, le Port à Jauny, une édition qui est particulière parce qu'elle est bilingue, français-arabe, à Marseille. Elle a passé une thèse à l'IREMAM sur la création arabe en littérature pour jeunesse depuis 1967, en s'appuyant essentiellement sur l'expérience égyptienne, syrienne et libanaise. Et elle est aujourd'hui chercheur associée à l'IREMAM, qui est donc, sous de réserve que je ne me trompe pas, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée, sur le monde musulman et la Méditerranée, monde arabe et musulman, voilà. Voilà, donc je n'oublie personne. Si, bien sûr, the last but not least, comme on dit en berbère, Isabelle Grémillet, donc, qui est voilà, ici, de place à côté de moi, qui a fait tout un parcours des métiers du livre, puisqu'elle a été libraire, elle est éditrice, elle est diffuseur. Elle a beaucoup travaillé sur les livres liés à l'Afrique, y compris dans des grandes maisons d'édition comme Actes Sud. Et puis, depuis 10 ans, elle a réfléchi, puis fini par monter une entreprise de diffusion du livre sur le monde arabe et africain qui s'appelle L'Oiseau Indigo. Donc, elle me rappelait qu'elle avait quand même 31 éditeurs à son catalogue et 400 titres.
50-50, là aussi, comme on dit en arabe, donc à la fois sur le Liban et le Maghreb, donc le monde arabe, et puis l'autre moitié sur le monde africain. Voilà. Donc voilà les amis qui vont vous décrire un petit peu le tableau de l'édition jeunesse. C'est pas la bande dessinée. La bande dessinée, elle sera traitée tout à l'heure. L'édition jeunesse, donc au Maroc, et puis un peu au Maghreb, puisqu'il y a quand même un petit peu d'Algérie, un petit peu de Tunisie autour de cette table. Alors, moi, les questions que je me pose, bon, évidemment, l'édition jeunesse, c'est extrêmement important. Ça se développe, Dieu merci, beaucoup dans le monde entier, et en particulier au Maghreb. C'est important parce qu'évidemment, si on arrive à toucher les jeunes, je pense que c'est un des objectifs quand même de la littérature pour faire que les générations futures soient plus ouvertes, plus cultivées au bon sens du terme, plus ouvertes sur les autres. C'est un rôle extrêmement important. Mais évidemment, se posent pour la littérature jeunesse les mêmes problèmes que pour la littérature en général, c'est-à-dire il faut que tous les métiers du livre se retrouvent et se tiennent la main, depuis l'auteur, bien entendu. Alors évidemment, en matière de littérature jeunesse, il y a souvent des bandes dessinées, donc même si encore une fois, ça sera traité tout à l'heure, il y a des auteurs et puis des illustrateurs. Puis même dans la littérature, il y a aussi des illustrateurs, il n'y a pas que la bande dessinée qui utilise l'art du dessin. Il y a ensuite les éditeurs. Combien d'éditeurs existent au Maghreb? Vous nous répondrez les uns et les autres. Nadia notamment, elle connaît un peu le paysage. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. D'ailleurs, on tiendra au Maghreb des livres en février 2015, une table ronde, je l'espère, sur la littérature jeunesse. Voilà, c'est donc l'édition. Ensuite, la diffusion est extrêmement important parce que un des énormes problèmes qui se posent à la littérature maghrébine, qu'elle soit littérature générale ou littérature pour jeunesse, c'est moi ça me révolte parce que je pense que tout le monde partage mon sentiment ici. On a un marché de pas loin de 100 millions d'habitants au Maghreb. Seulement on édite pour un marché marocain, pour un marché algérien, pour un marché tunisien, pour un marché français ici. Et alors que voilà, il y aurait un public, j'imagine que combien d'Algériens ou de Tunisiens seraient ravis de pouvoir accéder rapidement à vos livres, séparés dans tous les pays. Tous ceux qui s'occupent de littérature au Maghreb sont très fâchés contre leur gouvernement au pluriel, parce que voilà, il y a des frontières qui sont étanches, qui sont souvent infranchissables pour le livre. Et c'est dramatique parce que tout le monde s'en porterait mieux, et les populations de lecteurs et les éditeurs, tous les métiers du livre s'en porteraient mieux, mais bon, c'est comme ça. On n'y peut malheureusement pas grand-chose. Donc il y a les problèmes de traduction aussi, donc beaucoup d'entre ceux qui sont là autour de cette table travaillent au moins dans les deux langues que sont l'arabe et le français. On verra s'il y a des ouvrages en tamazir, trilingue parfois, pourquoi pas. Je sais que ça existe, vous en parlerez aussi. Et puis la diffusion en France. Là, Isabelle nous en parlera beaucoup mieux parce que c'est son métier. Parce que là aussi, il y a un problème de diffusion. Non pas de diffusion du livre français, parce qu'il y a des livres écrits par des auteurs maghrébins qui sont édités en France et qui partent ensuite au Maghreb, mais qui sont très chers. Donc comment faire en sorte que le livre français soit mieux diffusé au Maghreb? Alors je sais que la diplomatie française est très active à ce niveau-là, puisqu'elle, je parle sous votre contrôle, mais les trois ambassades à Alger, Rabat et Tunis ont des crédits pour aider les éditeurs algériens, marocains et tunisiens à racheter les droits d'auteur pour permettre de rééditer les ouvrages édités en France pour les rendre plus accessibles au public maghrébin au niveau financier. Et puis malheureusement, une grosse difficulté, même si Isabelle est de celles qui facilitent qui commence à régler le problème, il n'y a pas suffisamment de diffusion. Il y a d'excellents éditeurs au Maghreb. Malheureusement, leurs livres ne sont pas faciles à trouver en France, même si ça commence à s'améliorer. Voilà, donc c'est toutes ces questions que j'aimerais que nous traitions. Alors, simplement pour terminer par une petite minute de publicité, donc Mathieu a eu la gentillesse de me présenter. Simplement, ce que je voudrais présenter surtout, c'est l'association Coup de Soleil, qui existe. Nous allons fêter nos 30 ans en décembre 2015, nous sommes nés en 1985, avec un objectif primordial, c'est de tout faire pour, à travers l'information et la culture,
faire en sorte que le Maghreb et les Maghrébins, qu'ils soient de là-bas ou d'ici, aient une meilleure image de marque en France, parce que à travers les radios, les télés, qui sont les principaux vecteurs, on le sait, de l'opinion publique, c'est souvent, on s'intéresse aux terroristes au Maghreb ou aux voyous en France, et tout le reste, le Maghreb n'existe pas, alors que on sait, tout le monde le sait, combien nos trois pays sur l'autorité de la Méditerranée sont riches en talents d'artistes, de créateurs, d'éditeurs. Bon, il y a des talents fous qui s'expriment, qui vivent malgré toutes les difficultés que traversent nos pays. Et en même temps, voilà, c'est l'image qui en est véhiculée en France. Elle est souvent, on ne parle pas de tout ça, on parle des choses négatives. Et donc là aussi, Coup de Soleil, c'est un peu notre vocation. Et on a une manifestation à laquelle tu faisais allusion, qui s'appelle le Maghreb des livres, dont nous avons fêté la 20e édition l'année dernière. On va donc faire les 7 et 8 février prochains à l'Hôtel de Ville de Paris, le 21e Maghreb des livres, qui mettra à l'honneur les lettres tunisiennes. On tourne chaque année Algérie, Maroc, Tunisie. Voilà. Et beaucoup d'entre ceux qui sont là seront au Maghreb des livres. J'espère vous y retrouver aussi. Voilà, donc, écoutez, je vais, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie particulière, donc je vais prendre les amis dans l'ordre où ils sont dans le programme. Donc je vais demander à Halima Hamdan de nous dire un petit peu comment elle voit l'ensemble des nombreux problèmes que j'ai évoqués dans mon introduction. Merci Halima. Merci, merci Georges. Moi, en tant qu'auteur, je pense que je ne suis pas réellement confrontée au monde de l'édition. Je ne connais pas vraiment les rouages. Je travaille, je propose mes textes. Après, c'est sûr que c'est l'éditeur qui a le plus gros de la tâche, parce qu'il doit trouver les fonds, trouver le moyen de mener à terme ce qu'on lui donne comme matière à travailler. Pour moi, la littérature jeunesse, elle est d'abord autour du conte, parce que comme métier, je suis conteuse. Donc raconter, moi je fais écho à ce que dit Nadia, c'est d'être dans la sauvegarde de notre héritage immatériel. Donc je dis toujours quand je raconte les contes que je suis une passeuse parce que ce sont des histoires qu'on raconte de moins en moins chez nous, parce que bien sûr la télévision, Internet et tous les médias font que dans les maisons on ne raconte plus. Donc le seul moyen de continuer à sauver ce patrimoine, c'est de l'écrire, même si au départ, quand j'ai commencé à raconter, chaque fois qu'on m'a proposé d'écrire, je disais non. Non, parce que pour moi, le conte, c'est un art vivant. C'est l'oralité, et l'écrire, c'est le figer, et lui enlever un petit peu de ce qui fait son essence même, qui est le fait de bouger par rapport à l'état dans lequel je suis quand je raconte, et par rapport aux gens que j'ai devant moi et à qui je devais raconter une histoire. Mais j'étais obligée à un moment donné de me dire, oui, il faut, pour sauver ce patrimoine, l'écrire. Écrire nos contes pour que ceux qui ne peuvent pas venir les écouter puissent les lire, les raconter à leur tour, même à travers la lecture, sachant que moi, dans le domaine des conteurs, beaucoup me disent que j'ai beaucoup de la chance de raconter des choses qu'on m'a transmises oralement. Parce que beaucoup de conteurs ne racontent que ce qu'ils ont lu dans les livres, et qu'ils retravaillent pour pouvoir passer de la matière écrite à la matière orale. Donc, pour moi, la littérature jeunesse, c'est d'abord le conte. Parce que j'écris, mais quand j'ai envie d'être ailleurs dans l'imaginaire, je passe au roman. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à... Très bien. Première bonne réponse. Alors, on va continuer dans l'ordre du programme. Je suis très respectueux. Alors, Nadia. Pardon, excusez-moi. Donc, on continue dans l'ordre du programme. Nadia Esselmi, donc, je vous rappelle, cofondatrice et directrice des éditions Yomad, et qui vient d'obtenir donc le prix Grand Atlas pour la jeunesse. Nadia. Oui, Halima disait qu'elle avait du mal
accepté le fait d'écrire les contes. Au contraire, moi je trouve que les temps ont changé et donc le conte était un peu transporté, transmis par les caravanes avant, etc. Et donc il était vivant. Maintenant, avec tout ce qui existe et même la structure familiale a changé. Et donc, personnellement, on avait notre grand-mère, nos tantes, etc. Il y avait toujours quelqu'un à la maison et qui avait un peu ce rôle de passeur. Et donc, ces grand-mères, maintenant, elles ont autre chose à faire, hein, même si elles sont analphabètes, hein, ça ne veut rien dire. Elles ont leur feuilleton maintenant, qu'elles surveillent tout le temps. Elles ont d'autres choses à faire. Les parents, pareil, travaillent. Et donc, on est en train de perdre cette transmission et cette chaîne est rompue. Donc la solution, elle s'impose en quelque sorte, qui est la transcription et immortaliser ce patrimoine. Et moi, je sens en quelque sorte, depuis que j'ai créé Yomad, avoir cette responsabilité, entre guillemets, de sauvegarder ce patrimoine. Et donc, maintenant, toute cette génération qui détient ce trésor est âgée. Et donc, la loi de la nature fait que c'est une génération qui va partir. Et justement, ce patrimoine risque de disparaître avec. D'où le travail que je me force et que je m'impose en quelque sorte de transcrire et de collecter un peu les contes. Donc j'ai toute une collection de contes marocains et autres, mais j'essaye de mettre l'accent sur le conte marocain, même si c'est difficile de dire ce conte est marocain et celui-là n'est pas marocain. On les retrouve partout et le conte est universel. Et il s'est adapté, bien sûr, au fil des années dans les pays où il était reçu et compté. J'ai fait dernièrement un livre, d'ailleurs, qui se trouve ici, qui s'appelle les comptines marocaines. Et ces comptines, c'est en fait toutes ces chansons qu'on chantait, nous, pas dans les écoles, hein, mais dans les familles, dans la rue, quand on jouait avec les voisins, etc. Et c'est des contes très connus, des comptines très connues. Il y en a 24. Et dont Tikshbila, dont Jarada Malha, etc. Ça, c'est quand les parents écoutent ça, déjà, ça leur donne une espèce de nostalgie. Et donc, je trouve que c'est dommage que nos enfants ne puissent pas connaître ce que nous, on a connu, ces chansons, ces comptines qui nous ont bercés. Et j'ai même mis dans ce livre trois comptines berbères, une du berbère du Nord, une du Moyen Atlas et une du Sud, et une autre comptine que chantaient les Juifs qui habitaient au Maroc. Donc j'ai voulu, avec tout ça, faire un brassage de toutes les cultures présentes au Maroc. Ce livre n'est pas illustré par l'illustration classique. J'ai préféré par contre de la calligraphie pour rester dans le traditionnel et dans le purement marocain. Voilà, ça c'est en ce qui concerne le conte. Maintenant, je reviens à l'édition. C'est un vaste débat. L'édition au Maroc est très récente. D'abord, elle date de 1998, depuis que Yomad est né. Et moi, c'était un peu par hasard. Moi, je voulais créer une maison d'édition et je me trouvais à Paris, au Salon de Paris. Je m'occupais à l'époque, j'étais rédactrice en chef d'un magazine qui était un peu le style Maroc Hebdo. Donc, on recensait les parutions trimestrielles. Et on était présents sur le salon du livre de Paris et je voyais qu'il y avait plein de visiteurs qui venaient et qui réclamaient des livres pour enfants. Il n'y en avait pas un seul. Et donc là, le déclic s'est fait et je me suis dit, mais finalement, quel est le problème en fait ?
Et je suis rentrée au Maroc. 2 mois après, j'avais commencé à monter ma maison d'édition. Et le hasard a fait que j'ai rencontré Driss Shraibi au Salon du Livre de Tanger. Et je suis allée le voir en lui disant, voilà, j'avais fait mon travail universitaire sur son œuvre. Et je lui ai dit que j'avais le projet d'ouvrir une maison d'édition spécialisée dans le livre jeunesse. Il m'a dit, je serai ton premier auteur. Donc c'est comme ça que j'ai sorti 3 livres. Les premiers, c'était 3 livres de Driss Shraibi, a suivi après Abdellatif Labi, après Laroui, Serhan, Zakia Daoud, Mohamed Dib d'ailleurs, et bien d'autres. Et la toute dernière, c'est Halima. Alors le problème, en fait, en créant cette maison d'édition, je me suis dit, dès que les premiers livres vont sortir, et en plus avec une signature comme celle de Driss Shraibi, les gens vont se jeter dessus. Je voyais la fortune en plus. Je plaisante. Mais, et donc, quand les livres sont sortis, franchement, la réaction n'était pas celle que je m'attendais ou que j'attendais du tout. Mais, disons, ça commençait à prendre petit à petit, surtout que le nom de Shraibi, et quand il y a eu Fouad Laroui, quand il y a eu Labi, etc., ça a un peu pris, en disant, j'ai pris un raccourci. Ça s'est vite fait connaître, mais le problème est autre en fait. C'est qu'on n'a pas de tradition de lecture. Elle n'existe pas chez nous. Nous avons une tradition plutôt orale que écrite. Et alors, la solution, c'était quoi ? Comment faire pour vendre les livres ? Autre, le problème qui existe de distribution, diffusion, etc., ça c'est un autre problème. Mais il fallait créer le lectorat. Alors comment créer ce lectorat ? Donc je me suis dit, du moment que l'enfant ne va pas vers le livre, pourquoi ne pas prendre le livre et aller vers l'enfant ? Alors j'ai commencé ma tournée dans les écoles. Je m'invite dans les écoles. Et je fais de la lecture, j'explique ce que c'est un livre. Et j'étais vraiment très surprise parce que les enfants ne connaissaient pas d'autres livres à part le manuel scolaire. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, je ne généralise pas. Mais les enfants ne connaissaient pas autre chose que le livre. Et là, quand on dit que le Marocain ne lit pas, franchement, c'est du n'importe quoi, je le dis toujours. Parce qu'il suffit, un enfant il est universel, il suffit de lui lire un livre, il vous en demande un autre. Je pense que tous les parents ont fait cette expérience. Et donc, voilà, le problème, c'est en fait, il faut aller à la source, c'est-à-dire l'enfant. Et malheureusement, chez nous, on ne donne pas beaucoup d'importance à l'enfant. On n'a pas de cinéma pour enfants, on n'a pas de théâtre pour enfants, on n'a pas d'espace réservé à l'enfant. Il est marginalisé et donc il n'a de véritable existence et on le reconnaît comme individu qu'une fois adulte. Je fais, là dernièrement, j'ai commencé depuis le mois de septembre, j'ai monté c'est une initiative personnelle qui s'appelle Lire pour grandir. D'ailleurs, la page, elle existe sur Facebook. En fait, ça consiste à proposer de la lecture tous les dimanches matins à la Bibliothèque nationale à Rabat, de 11h à 1h, c'est-à-dire que pendant 2 heures de temps, les enfants viennent, je mets des livres à leur disposition, il y a des bénévoles qui font de la lecture, ou alors les enfants, ils choisissent de lire seuls ou avec leurs parents. Et la première fois, je me suis dit, si j'arrive à avoir 20 personnes, j'aurais gagné le pari. Et en fait, je me suis retrouvée avec 200 personnes. Et c'est un dimanche, donc le Khrouz, qui est le directeur de la Bibliothèque nationale, m'a ouvert la bibliothèque un dimanche, ce qui n'est pas évident, mais c'est un homme qui aime le livre et qui aime la culture, et donc il m'a aidé. Et quand il fait beau, on est sur le parvis, à l'extérieur, et quand il fait froid, on rentre à l'intérieur. Et j'emmène des conteurs, des écrivains. Le dernier passé, c'était Kébir Ammi, qui est venu faire de la lecture. Et j'ai même fait le conte, tu sais, la traditionnelle, la halqa, sur le parvis. C'était magnifique, on avait 200 personnes. Donc voilà, c'est des initiatives comme ça qui font que
C'est vrai que toute seule, je ne vais pas changer le monde, mais ça fait une petite pierre mise, portée à l'édifice. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'édition. L'édition, c'est un volet d'un IOMAD, mais c'est aussi un volet où j'essaye de travailler le lectorat. Merci beaucoup, madame. Donc, on continue. Merci, c'est extrêmement intéressant. Et puis, c'est surtout d'écouter ces initiatives que beaucoup pourraient reprendre partout. Hein. Ça serait... ouais. Je vous demande dans toutes les villes maintenant. Voilà. Alors, il va falloir assumer maintenant. Hein. Alors, Mathilde Chèvre, donc, chercheure associée à l'IREMAM, directrice des éditions Le Port avec un T à Jauny. Vous avez la parole. Là, on passe de la littérature orale, écrite, orale, maintenant électronique. Vous allez entendre une voix de Star Wars. Alors, monsieur va s'en occuper. Bonjour à tous. Je vais répondre à votre thème en faisant une petite escapade par le Moyen-Orient et une escapade aussi dans un type de production qui a émergé dans les années 1970 au Liban d'abord, et puis ensuite en Égypte et en Syrie, et qui s'éloigne effectivement dans le Moyen-Orient. L'édition est aussi très concentrée sur le fait de ce souci de transmission que vous évoquiez. Mais ce qui s'est passé au lendemain de 1967 et de la... Je demande qu'on mette fin à ce sabotage-là, merci. Sans du tout mettre à part ou distinguer le travail dont je vais parler, les productions dont je vais parler de nombreuses autres productions. Il y a énormément de livres qui sont des livres consacrés à la conservation ou à la remise à jour de certaines mémoires collectives et populaires. Mais au lendemain de 1967, il y a un mouvement qui a eu lieu qui est que devant la Naksa, devant la catastrophe humiliante que représentait la guerre des 6 jours, des gens qui étaient caricaturistes de presse, peintres, calligraphes, se sont tournés vers les enfants et ont initié vraiment une création arabe de livres à l'attention des enfants, dans l'idée qu'en s'adressant aux enfants, on allait réécrire le projet sociétal et politique. Et la première maison d'édition spécifiquement dédiée à la jeunesse au Moyen-Orient, c'était Dar al-Fatah al-Arabi, qui était financée par des Palestiniens, mais qui a fédéré toute une génération d'illustrateurs. Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas des années 70, mais des gens qui sont les enfants de cette génération-là. Et ils sont les enfants de... Bon, je continue à parler, vous m'entendez quand même, hein, malgré l'orage. Alors, malgré l'orage, le renouveau, il y a un renouveau éditorial absolument phénoménal depuis les années 2000 au Liban, en Syrie et dans l'ensemble du Moyen-Orient, et qui fait écho au renouveau éditorial que vous portez au Maghreb, qui est dans la même mouvance, on pourrait parler longuement des raisons sociétales, politiques qui font qu'un marché de l'enfance et des livres sont adressés à l'enfant. La création arabe des années 2000 au Liban, en Syrie et en Égypte est aussi le fait que les illustrateurs et auteurs des années 70 sont devenus des professeurs dans les écoles de beaux-arts et ont formé la nouvelle génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les années 70 ? Ils faisaient par exemple ce livre très célèbre qui s'appelle El Beit et qui était l'histoire de la poule qui a une maison, le lapin qui en a une aussi. Tout le monde a une maison, sauf le Palestinien.
qui va mener un combat long pour retrouver sa maison. Et des livres très politiques comme celui-là, il y en a énormément, publiés dans les années 70. Et que fait alors la génération dont je vous parle? Ça va être un peu compliqué. Voilà. Pour vous retracer cet héritage de la génération des années 70, j'ai choisi de vous présenter d'abord ce livre qui s'appelle En-Nuqta Souda, la tache noire ou le point noir, qui est un livre d'un Égyptien, Walid Taher, qui est à la fois illustrateur et auteur, et directeur artistique de la maison d'édition Dar el-Shourouk au Caire. Et ce livre-là raconte que dans un monde paradisiaque, des enfants jouent dans une ère... Vous entendez un sifflement, vous aussi? Et il faut tenir le micro comment comme ça? Ça va? Ah bon. Dans un monde imaginaire où les enfants vivent une vie magnifique, un matin, ils se lèvent et le jour ne s'est pas levé. Il ne s'est pas levé parce qu'une énorme tache noire a poussé au milieu de leur aire de jeu, en plein cœur de leur monde. Et alors ils essayent de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que cette tache noire qui les empêche de jouer. Alors peut-être que c'est un bout de nuage noir qui s'est décroché, peut-être que c'est une tache de l'illustrateur qui est tombée sur leur monde, peut-être que c'est... Ils imaginent plein de choses et puis surtout ils décident que ça ne peut pas durer et il faut s'en débarrasser. Alors ils crient, ils essayent de la faire fondre, rien n'y fait et les enfants sont effondrés. Ils essayent de la transformer mais ça ne marche pas non plus et ils abandonnent la partie, ils décident de faire avec cette tache noire. Sauf un d'entre eux qui décide que non, il ne va pas jouer autour de la tache noire, ce n'est pas possible, la solution ce n'est pas de jouer, et il entre en résistance tout seul, et il cherche la solution, bifakir, bihawel, et de colère, il finit par trouver la solution, il tape de colère dans cette tache noire un grand coup de mchi, qui a un écho étonnant avec le irhal, et petit à petit, il voit que là, le problème s'effrite, fatafit par fatafit, et il finit par rassembler autour de lui tout le collectif des enfants et par se débarrasser de la tache noire. Les livres, le renouveau, l'énorme création qui est en cours, donc je vous parle moins spécifiquement du Moyen-Orient, a pour souci de raconter à l'enfant le monde dans lequel il vit et de lui donner une image du monde dans lequel il vit. Et certains abordent encore aujourd'hui, comme Walid Taher, des thématiques politiques qui étaient très prisées dans les années 70, mais le grand renouveau certainement, c'est de donner une place à l'enfant en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'être ayant un droit à être amoureux, à être... pourquoi j'arrive pas à ouvrir ce dossier? Voilà. Et tous les enfants, le renouveau passe par le fait d'interroger cette identité de l'enfant, et puis le renouveau passe aussi par le fait de donner une place centrale à certaines identités qui étaient absentes des années 70, en particulier les filles en tant qu'héroïnes de l'histoire. Et je voudrais vous présenter, j'ai choisi quelques titres, c'est un survol très rapide, il y a des dizaines et des centaines de titres qu'on pourrait creuser pour faire un panorama de ce qui se fait aujourd'hui dans le Moyen-Orient. J'ai choisi Farhana, parce que Farhana, c'est la première héroïne d'une série qui naît en 1999 au Caire, là aussi. Et Farhana remet en question en permanence le statut des filles dans la société et la relation entre les adultes et les enfants dans la société égyptienne, elle aussi.
Alors ce jour-là, avec Malabis et Sahra, Farhana est invitée à un mariage et ses parents, vous voyez le physique de Farhana, elle a déjà la spécificité de ne pas être commune et de ne pas ressembler à la plupart des petites filles représentées dans les livres pour enfants. Elle n'est pas bien coiffée, elle est plutôt ronde, elle a un très gros nez, elle est mate et elle porte des robes qui ressemblent en général à un sac. Sauf que ce jour-là, pour aller au mariage, la maman de Farhana prend une grave décision qui est qu'il faut transformer un peu sa petite fille en petite fille modèle. Donc elle lui fait mettre une robe, elle la coiffe, elle lui met des chaussures. Et quand Farhana se regarde dans le miroir, elle dit « Mais c'est qui cette fille-là » Et une fois qu'elle est prête, les parents l'emportent et l'amènent au mariage avec elle, mais l'oublient un peu derrière. Alors elle commence à se mettre à l'aise et se déleste de tous ses attirails féminins. Et puis elle finit par vraiment se mettre très 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 à l'aise. Et elle finit par être vraiment extrêmement bien au milieu de l'assemblée, sauf que les parents là sont plus du tout bien. C'est un livre qui est très polémique et qui pose problème à beaucoup de gens. Est-ce que pour aborder la question de la condition des enfants, filles, il est nécessaire d'aller jusqu'à les mettre toutes nues au milieu d'une assemblée ? C'est une question qu'on peut poser effectivement. Est-ce que c'est provocateur ou est-ce que c'est progressiste ? Et Farhana a elle n'a pas 1001 aventures, mais elle a au moins 14 aventures de ce type. Je voulais aussi vous montrer un titre qui vient du Liban. C'est Dar al-Adab, qui est bien connu pour son travail en littérature, mais dont le fils, Samah Idriss, a créé une collection, a créé une branche jeunesse. C'est souvent par là qu'arrive le renouveau. C'est des enfants de la maison mère qui se mettent aux livres pour enfants, et ça s'est beaucoup passé depuis les années 2000. Il y a plusieurs dizaines de maisons d'édition qui se sont créées dans le Moyen-Orient et qui essaiment maintenant aux Émirats arabes unis par volonté politique et grâce à une force financière importante. Une maison d'édition comme Kalimat a été fondée et dirigée par des Libanaises, mais financée par une Émirati. Bon, revenons à Qissat el-Koussa, qui est une autre façon de remettre en question et de questionner la place de l'enfant dans la société. Et peut-être qu'une façon de faire lire les enfants, c'est aussi de parler de leur quotidien. Et c'est l'enjeu de ces maisons d'édition-là que d'écrire et d'illustrer des livres qui parlent de la vie et des problématiques que rencontre un enfant de tous les jours. C'est ce que disent les auteurs, en tout cas, et les éditeurs. Nous, on veut faire des livres arabes pour des enfants arabes en arabe et qui leur parlent de leur vie au quotidien. Alors, Qissat el-Koussa, c'est des courgettes au Leban, des courgettes au yaourt. Ça, c'est donc le plat traditionnel très prisé au Liban et au Moyen-Orient. Et cet enfant-là, Oussama, déteste les courgettes au Leban. Mais sa maman met en place toute une stratégie pour le faire manger. Et le livre est très drôle, très amusant, parce que graphiquement, il y a un jeu sur le chiffre 3 qui est qu'elle lui sert toujours 3 courgettes, il en mange une, le téléphone sonne, et quand il revient, il y a à nouveau 3 courgettes. Et le téléphone sonne, il va répondre, et il revient, et il y a à nouveau 3 courgettes. Les courgettes réapparaissent jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'elles ne réapparaissent pas toutes seules. Et au 3e coup de fil, il ne va pas répondre au téléphone, il se cache derrière la porte. Et Kamashtoki, ça c'est Kamashtek, ça vient vraiment du dialecte libanais. Je t'ai bien eu, je t'ai attrapé. On pourrait aussi parler longuement de quelle langue écrire à l'enfant pour que ce ne soit pas trop loin de sa langue parlée. Et donc là, Samah Idriss fait un travail pour rattacher le littéraire au dialecte libanais. Et la maman dit « Tu m'as bien eu, effectivement, tu es bien le fils de ta mère ». Alors ce livre-là, il ne rentre pas dans les écoles à Beyrouth parce qu'il n'a pas du tout été apprécié, parce qu'il montre l'image d'une mère qui ment. C'est surtout le statut de la mère. Ça remet en question le statut de la mère qui ment à son enfant.
alors on pourrait considérer qu'elle joue avec son enfant, mais les enseignants libanais ont plus considéré qu'une mère, c'est quelqu'un qui est sachant et qui est une référence. Si elle se met à jouer ce jeu de dupe, elle élève mal son enfant. Mais le livre a quand même eu beaucoup de succès, malgré le... Voilà. Je vais finir pour ne pas prendre... La consommation de courgettes a augmenté. Oui, voilà. Les enfants se sont tous mis à... Alors, par lequel je pourrais finir? Un livre qui montrerait à quel point on est arrivé à Saba Arwah. Allez, un peu d'autopromotion. Saba Arwah, qui est un livre... Ah, mais on a déjà vu Walid Tahir. Tab, on change. On va faire Hilmi Touni, El Katkut Leisa Kalban. Pour finir, et je pense que c'est une façon de répondre à vos questions, c'est-à-dire parler à l'enfant du monde dans lequel il est, et quel est ce monde qui émerge. La thèse que j'ai faite a pour titre La création arabe en littérature pour la jeunesse, un reflet et un projet des sociétés. En quoi est-ce que ces livres reflètent un fonctionnement sociétal et des projets de société différents? El Katkut Leisa Kalban, c'est un livre qui parle de la sortie de l'enfance et interroge comment est le moment où le petit garçon en particulier sort des jupes de sa mère et sort de la douceur aussi du monde de sa mère. La mère, elle est là, au centre de l'image, rhomboïdale, Vénus au milieu de sa famille. Elle est toute en rondeur, je vous le fais remarquer graphiquement, elle est ronde, tout est rond chez elle, même les points sur sa robe. Et ce petit garçon, il a une admiration immense pour sa mère, et il est jaloux d'un petit poussin qui est tout le temps proche, qui suit sa mère et qui est dans le giron maternel. Tout est rondeur dans le monde de la mère, et l'enfant, lui, doit sortir et faire face au monde où tout est raide et dentelé. Et c'est un livre qui parle donc de cette étape psychologique de l'enfant, et puis petit à petit, quand il a bien grandi, il peut revenir dans le giron de sa mère. Bon, voilà, merci. Merci beaucoup Mathilde Chèvre. Donc on passe à Raouf Karaï, donc peintre, artiste graphiste, illustrateur, professeur d'art graphique et tour du monde. On ne peut pas donner à madame par l'avant moi Ok, d'accord. D'accord, ok. Bonjour à tous. Bon, moi je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qu'ils ont dit madame Nedia et madame Halima. Parce que presque on est dans la même situation dans la littérature en Tunisie. Mais quand même, la situation de littérature pour jeunesse en Tunisie, elle est un peu complexe et simple, difficile et facile en même temps. Moi, pour ne pas être très lent, je vais être dans le facile et dans le simple. Le simple, l'image, vraiment l'image, avant l'indépendance et juste après l'indépendance, ce qu'on a comme littérature et comme livre pour jeunesse et pour enfants, c'est seulement les livres qui viennent de l'Europe en langue française ou anglaise, rarement, mais français surtout. Même les livres qu'on a scolaires, qu'on utilise dans l'école, c'était des livres français qui viennent de la France. Ou bien de Moyen-Orient, ça veut dire des pays arabes qui se trouvent de l'Égypte jusqu'à l'Irak. Et la Tunisie, il n'a rien, vraiment rien de production. Mais je parle pour jeunesse et pour enfants. Hein. Je ne parle pas de l'autre littérature qui est pour les grands, elle existait depuis très longtemps. Alors, pour la jeunesse, on a connu Ati el-Brashi ou Kamel Kilani de l'Égypte. On a connu, par exemple, de la France, je ne me rappelle pas très bien, parce que, excusez-moi, même pour la façon de parler français, parce que ma culture, elle est italienne, plus que, comme deuxième langue, c'est l'italien plus que le français. Voilà, j'essaie de... pour la littérature pour jeunesse qui vient de la France, c'est vraiment ce qui s'y trouve, on le trouve en Tunisie, la même chose.
Et pourquoi les Tunisiens ils n'écrivent pas, ou bien ils ne l'éditent pas, ou bien il n'y a pas d'éditeurs spécialisés? Parce que nous, on était pendant l'indépendance 2,5 millions à peu près. Alors, imaginez le nombre des enfants. Vraiment, c'est rien. Et là, il n'y avait pas ce souci d'écrire. Et pourtant, on avait une littérature pour les grands, on peut dire, très importante et très très belle aussi, qui peut être utile aussi pour les jeunes. Parce qu'il y a, par exemple, un écrivain, Ali Douaji, un excellent écrivain pour les grands, mais ces textes et ces nouvelles, surtout les petites nouvelles, moi je les ai étudiées bien, elles pouvaient être pour les jeunes aussi et pour les enfants, qu'elles sont tellement écrites dans un langage très très simple. Après l'indépendance, c'est autre chose. Après l'indépendance, l'image, elle commence à changer petit à petit. L'image de la littérature pour jeunesse et surtout les livres pour jeunesse. Mais elle a changé dans quel sens? Toujours avec une référence à l'Orient et une référence à l'Europe, à l'Occident. Rien d'autre. Ça veut dire que tous les gens qui ont essayé d'écrire ou bien d'illustrer et de dessiner les livres pour enfants, c'était toujours à l'image ou bien de l'Orient ou bien à l'image de l'Occident. Et pas aucune référence tunisienne, africaine, berbère. Et ça, c'est très important. Au contraire, lorsqu'on met un point d'interrogation devant ces résultats, on va trouver qu'on est un peu mdgharbin. Comment on dit mdgharbin? Ça veut dire étranger à tout ça, tout ce qui se trouve sur la place de la littérature pour jeunesse et surtout au niveau de la... Voilà. Et petit à petit, ça commence à changer aussi, cette image-là. Il y a des gens, surtout qui ont fait les beaux-arts, ils ont commencé à mettre un point d'interrogation sur ce qu'il existe. Il y a des chercheurs aussi, ces étudiants-là qui ont continué à étudier aussi, dans le 3e cycle, ils ont commencé à chercher un peu dans cette image, comment elle est, pourquoi elle est comme ça. Et ça commence petit à petit à changer, mais pas beaucoup. Quand même, on reste toujours sur le marché tunisien. Est-ce qu'il a besoin vraiment de ça ou non? Et ça, c'est le point d'interrogation le plus important, je pense, qui a laissé ses traces jusqu'à aujourd'hui. On peut dire aussi qu'il y a un effort de notre côté des éditeurs et des gens qui s'occupent de la culture en général ou bien de l'éducation pour les enfants. Ils ont fait un grand effort. Entre autres, par exemple, le plus grand effort qu'ils aient fait, c'est le salon de livres pour enfants, le premier dans le monde arabe, en Tunisie, avec une littérature pour jeunesse qui n'existe pas. Mais c'est magnifique de penser et de faire une chose comme ça. Ma'rad al-Kitab Tufl Bissafaqus, il a maintenant plus que 25 ans. Et c'est le premier salon dans le monde arabe, à l'image de Bologne, à l'image de Montreuil peut-être, à l'image d'autres salons de Francfort ou choses comme ça, mais spécialisé seulement pour la littérature de jeunesse et pour enfants. Ça, je trouve c'est très très bien parce qu'il a donné un élan extraordinaire à ce type de littérature et ce type de livre, si on peut dire, en faisant des conférences, en invitant des gens, des grands maîtres partout dans le monde, vraiment de littérature pour jeunesse et pour enfants, et des illustrateurs comme Mouhaddi Lebed, comme Zakaria Tamer de la Syrie. Je dis des noms, c'est incroyable. Presque tous les maîtres de ce secteur-là, ils étaient invités. Et on a eu des contacts avec eux, les étudiants, ils viennent, des autobus de partout de la Tunisie qui viennent à ce salon-là. Ça veut dire qu'il a fait bouger d'une façon très positive ce secteur-là. Et moi, personnellement, que je suis un illustrateur de livres, et je m'occupe de ça, et j'ai fait ma thèse et tous mes DEA aussi sur ça, et j'enseigne, entre parenthèses, excusez-moi, mais j'ai même créé une section d'illustration dans mon institut, à l'Institut de Bonn, que malheureusement, il n'a pas continué. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette habitude-là chez nous, peut-être les Arabes, lorsqu'on change un ministre, celui qui a fait ce ministre-là, on efface et on commence de nouveau. Alors, ce qu'il a fait, ce directeur de l'école, on efface et on commence de nouveau. Ça veut dire, monsieur le directeur, celui qui était 4 ans, il a fait cette section. Pas il a fait, il m'a aidé. C'est lui qui m'a donné il n'a pas, oui, l'appui. Il n'a pas fait un mur devant mes ambitions, si on peut dire, et les ambitions de mes étudiants. Et c'est à cause aussi de ce salon-là que
les choses bougeaient. Et on a eu une spinta, comme on dit, une spinta, poussée. On a poussé les gens, les invités qui sont arrivés au salon de livres. Par exemple, Labed, il était à l'école. Monsieur René Turc de Grandir, il était à l'école. Tout ça, ils étaient à notre institut pour encourager les étudiants à soutenir cette section. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire... J'ajoute aussi ce qu'ils ont dit, eux, un peu. Je parle de mon expérience peut-être. Moi aussi, je suis absolument avec leurs idées, c'est que notre littérature, c'était orale, plus qu'écrite. Et l'oral, il est disparu pratiquement avec les grandes mères et les grands. Et c'est dommage, c'est dommage. Et moi, j'avais ce souci-là, mais je l'avais avec mes enfants. C'est mes enfants qui m'ont donné ce souci-là. Une fois, j'ai parlé de la Tchanchina. Vous connaissez Tchanchina al-Ouajia? J'ai parlé à mes enfants et j'ai dit le mot Tchanchina, parce qu'en Tunisie, on dit Tchanchina, c'est les devinettes. Le devinette. J'ai dit Tchanchina, ils sont mis à rire, à se moquer de moi. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Moi, j'ai dit, voilà, cette parole, je vous explique exactement. Lorsqu'on était petit et on était fatigué, le jour, on jouait toute la journée, on entre, on se lave comme ça, n'importe comment, et on entre, on met la tête, l'essentiel pour nous, c'est de mettre la tête sur le cuisse de notre grand-mère. Et écouter des contes, écouter des barzellettes, des proverbes, des devinettes et tout ça. Alors, la devinette, et j'ai donné des devinettes. Ils ont beaucoup apprécié petit à petit. Je leur dis, je fais un livre pour vous. Et j'ai fait un livre pour mes enfants, les devinettes de Tunisie. Et j'ai commencé à faire les proverbes, après les berceuses, après cette culture orale qui est en train de disparaître. J'ai essayé de me préoccuper et de me faire des soucis, si on peut dire, et de commencer à réaliser quelque chose de concret pour ça. Je m'excuse, j'étais très lent. J'ai parlé seulement du simple, du côté simple. Mais si je parle du côté complexe, ça va être... Merci. Comment? On va mettre... Voilà. On va mettre une belle expression, on va mettre la tête sur la cuisse de la grand-mère. Voilà. Bien, merci beaucoup Raouf. Donc Isabelle Grémillet, donc je vous le rappelle, je reprends l'intitulé officiel du programme, directrice commerciale et de la diffusion de l'Oiseau Indigo Diffusion. À vous Isabelle. Merci. Alors, mais effectivement, donc, le diffuseur arrive tout à la fin de ces histoires-là. Hein. Alors vous m'excuserez pour la voix. On arrive en direct du salon de Montreuil, où il fait très chaud, très froid. C'est une grande halle. On parle beaucoup, et donc ma voix est restée là-bas. L'histoire de l'Oiseau Indigo Diffusion, de sa création, en tout cas, c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, c'était un vieux serpent de mer dans la profession. À chaque réunion internationale ou nationale, etc., on parlait de l'absence de diffusion pour les éditeurs du monde arabe et africain. On en parlait beaucoup. Il se trouve que moi, d'un point de vue aussi bien de ma formation universitaire que de mon parcours professionnel, de ma vie aussi personnelle, j'ai de nombreuses relations avec le Sénégal et il me semblait inimaginable que les éditeurs français soient aussi présents sur les tables des librairies des grandes capitales africaines, puisque même si les livres sont trop chers, même s'ils circulent très mal, même si, ils sont extrêmement présents. Et qu'à l'inverse, la production d'un continent entier, donc du continent africain, et aussi la production des éditeurs, aussi bien du Proche-Orient, Liban, que du Maghreb, soit totalement absente des librairies en France ou plus largement en Europe. Hein. Bon, c'est quand même un grand pan de la création qui manque. Donc, c'est avec cette idée-là qu'on a longtemps réfléchi et puis finalement mis sur pied, il y a 5 ans, la structure qui s'appelle donc l'Oiseau Indigo Diffusion et qui, comme Georges Morin l'a dit tout à l'heure, rassemble maintenant 31 maisons d'édition issues de 7 pays, puisqu'il y a des éditeurs libanais, tunisiens, marocains, sénégalais, maliens, ivoiriens et guinéens qui sont représentés. Alors, la jeunesse maintenant représente une partie
importante du catalogue, bon, pas la moitié, mais bien 40% du catalogue. Et donc, on est présent à Montreuil pour la 2e année, et avec beaucoup de plaisir, parce qu'on a envie de filmer les enfants qui approchent de notre table. C'est extraordinaire. D'un seul coup, ils voient des mots qui font partie de leur quotidien, qui se retrouvent sur la couverture d'un livre, ou des noms, ou des prénoms. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire de les voir découvrir la table. Donc, la diffusion, donc, ça veut dire être en relation avec les libraires en permanence et aller leur présenter donc, les ouvrages que nous représentons, mais aussi les bibliothécaires, mais aussi les organisateurs de salons et de festivals. Hein. Donc, l'Oiseau Indigo, ce sont 4 personnes. On est installé à Arles et on essaie donc de rendre tous ces ouvrages visibles aussi bien en France qu'en Belgique et en Suisse. On est arrivé donc un peu donc en développant cette diffusion, on s'est très rapidement rendu compte que même si on essayait de faire ce travail le mieux possible, ça ne suffisait pas. Il fallait imaginer un lieu et un moment à la fois de rencontre entre tous ces professionnels pour qu'ils puissent avoir des conversations, qu'ils mettent en commun leurs expériences et qu'ils puissent avoir des projets de plus grande ampleur, et d'autre part créer un lieu aussi de rencontre entre tous ces auteurs, ces éditeurs et le grand public, de façon privilégiée et claire. Et c'est comme ça donc qu'on a créé un festival à Arles, là où nous sommes installés, qui s'appelle Parole Indigo, qui a eu lieu en novembre pour la 2e année, et qui donc est un lieu à la fois de rendez-vous pour les éditeurs et les auteurs et de rencontre avec le grand public. Et effectivement, entre les moments de rencontre entre tous ces éditeurs sur les différents salons et à travers le festival, on se rend compte qu'on est en train d'arriver à monter des structures qui vont devenir beaucoup plus pérennes et permettre d'avoir des projets de plus grande ampleur. Hein. Alors, sur ce qui a été évoqué précédemment et concernant la diffusion et la distribution dans les pays eux-mêmes, effectivement, qui est aussi une question que nous posent souvent les éditeurs avec lesquels on travaille, je pense qu'effectivement, il existe souvent des structures de distribution, c'est-à-dire de stockage et de livraison des ouvrages, mais qu'en revanche, le métier de la diffusion n'existe pas. La diffusion, ce qui veut dire avoir un souci déjà de référencement, de promotion et de promotion active, c'est-à-dire aller à la rencontre d'eux et très systématiquement. Donc tout ce maillage-là, pour le moment, n'existe pas. Mais ça fait partie justement des conversations qu'on a avec les éditeurs, parce que, puisque c'est une des compétences qu'on a, c'est des choses qui peuvent être amenées à se développer. Voilà. Et donc, puisque je crois que le Maroc est très à l'honneur en ce moment, je ne voulais pas manquer l'occasion de présenter donc les rares ouvrages marocains que nous diffusons dans le domaine de la jeunesse. Donc tu vas me tenir le micro ? Donc, en particulier un album qui existe en 2 versions, hein, donc la version française et la version jumelle en arabe, qui a été publié par une maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Sirocco, qui est une maison d'édition pour adultes. Et c'est une idée d'album qui part de la rencontre avec une jeune illustratrice marocaine qui s'appelle Hanan Jazouani, et qui, sur un blog, au moment des printemps arabes, avait créé un personnage qu'elle a appelé la Mouniquette. Donc c'est vous qui allez raconter, parce que je suis moins bien placée que vous, ce que sont les Mouniquettes. Mais donc, la Mouniquette, c'est la petite dame... Monica, normalement, chez nous, c'est la poupée. Et ça vient tout simplement du prénom Monique. Comme on prononçait très mal les choses, on disait Monique. Oui. Ah, d'accord. Parce qu'on dit Monica. C'est ça. Le pluriel, c'est Moniquette. Voilà. Donc, en tout cas, son personnage, c'était la petite dame
de tous les jours, qu'on rencontre, voilà, la dame du commun, mais qui a le bon sens des choses, quoi, et qui fait qui a une réflexion sur l'actualité particulièrement bien vue. Voilà. Donc elle avait publié sur son blog des tas d'histoires de sa petite Moniquette qui s'exprimaient sur l'actualité. Et c'était tordant. Donc l'éditrice a repéré ce blog-là, a repéré voilà, la facétie, l'esprit qui était là derrière, et elle a proposé à cette jeune illustratrice d'envisager un album pour les enfants autour du thème de la citoyenneté. Donc là, c'est un album, à vous de voter les enfants, qui raconte les élections au conseil de classe dans une école et qui, à travers ce thème-là, aborde toutes les questions de la société, donc la protection de la nature, les questions de santé, etc., et qui encourage les enfants à devenir acteurs de la vie publique. Donc ça, c'est la première série. Et puis, d'autre part, donc là aussi, un éditeur qui, a priori, n'était pas un éditeur jeunesse, voilà, mais qui a commencé à développer une collection de bandes dessinées. Ce sont les éditions Alberti à Rabat, et qui ont développé donc une collection de 3 bandes dessinées qui sont à la fois en français et parfois en plusieurs langues, puisque l'une des histoires, je vais l'attraper, celle-ci, l'histoire d'Aïchaka, l'album comporte 3 fois l'histoire, une fois en français, une fois en arabe et une fois en berbère. Hein. Et ce sont toutes donc des histoires qui ont un lien, soit... Tu voulais dire quelque chose, Nadia? Oui, elle me dit malheureusement que ces éditions viennent de fermer. Non? Non, bon, alors 2 versions Alberti existent toujours. Hein, et donc, il n'y a pas, au-delà de ces 3 bandes dessinées, pour le moment, il n'y a pas une nouveauté, mais les éditions Alberti existent toujours. Oui, mais je suis en lien avec lui de façon permanente. Donc, voilà, et donc qui aborde des questions soit de société, justement, soit des histoires en lien avec la tradition. Hein. Et puis, donc là, je n'ai apporté que les albums marocains, mais en Tunisie, et en lien justement avec la reprise d'histoires traditionnelles, il y a cette initiative des éditions Arabesques qui ont publié donc 2 contes repris en arabe dialectal tunisien, au Mississi et à la Mazousia, avec donc un album dans les 2 langues, mais également le CD en version sonore dans les 2 langues, hein, et qui ont eu beaucoup de succès. Halima, vous voulez rajouter quelque chose? Juste par rapport au bilinguisme, moi je salue cette initiative parce que nous, dans tout le Maghreb, on mélange toujours les 2 langues. Et moi, en tant que conteuse, quand je raconte, je mets toujours des phrases en arabe et des choses qui reviennent en arabe. Et j'ai eu la chance d'être remarquée par l'éditrice de Didier Jeunesse, qui a beaucoup apprécié ce mélange des 2 langues. Et j'ai sorti chez eux Maboul le Sage, qui est exactement comme on raconte, l'arabe et le français qui se mélangent, et c'est de l'arabe marocain, donc ce sont 3 contes marocains bilingues. Très bien, merci beaucoup à tous les 5. Alors, est-ce que déjà l'un de vous veut réagir à ce qu'a dit les autres, avant qu'on passe la parole aux foules en délire qui nous attendent là? Non, vous n'avez pas rien à rajouter? Bien, donc la parole est à vous. Qui souhaite s'exprimer, interroger nos... Oui, monsieur? Vous voulez... il doit y avoir un micro, je ne sais pas si quelqu'un peut le donner, on va vous le lancer. Si vous êtes un bon joueur de basket, vous allez le rattraper. Merci. Non? On fait du sport à l'Institut du monde arabe, hein, c'est bien. Qui avait posé... Voilà, c'est le monsieur là, au 3e rang. Allez-y. Je voudrais savoir si la sexualité est abordée dans les livres pour enfants. Question haram, mais on va essayer d'y répondre. Alors c'est un moustachu qui va répondre. Non, c'est une dame d'abord. On barde le moustachu. Figurez-vous que la question m'a été posée hier sur le stand. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, au milieu de tous les livres que j'avais sur la table,
je n'avais rien à proposer. Voilà. Je n'avais pas d'ouvrage. Il vous faudra attendre encore pour découvrir le monde merveilleux de la sexualité, donc. Oui. Vous voulez dire un livre sur la sexualité ou un livre dont on parle Oui. Un livre spécifique, je veux dire, c'est... Non, un livre qui aborde. Oui, moi je... La sexualité. Oui, on en parle, ça dépend, mais il ne faut pas le dire dans des termes crus, c'est tout. Moi j'ai un roman par exemple qui s'appelle La Petite Bonne, il y a un chapitre sur le... Pardon, allez-y, oui. Je peux Donc je disais, il y a un chapitre où, enfin, le phénomène d'abord des petites bonnes, c'est des petites filles, qui est un phénomène assez présent au Maroc, de moins en moins, Dieu merci, mais il existe toujours, c'est-à-dire qu'on prend des petites filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui travaillent dans les maisons, elles deviennent des domestiques sous prétexte que ça fait une bouche en moins à nourrir dans sa famille. Et donc, ce livre raconte justement la vie de cette petite fille qui vient de la campagne et qui va dans une maison de riches. Cette famille était censée l'envoyer à l'école, etc. Mais ils l'ont prise comme domestique. Et à l'âge de 12 ans, elle est violée par le jeune garçon de la famille. Donc, il y a un chapitre consacré à ça. Mais on va être très... comment dire? Oui, on va me dire par exemple que bon, la femme, la maîtresse de maison a trouvé des taches marron, on va même pas dire rouge, on dit des taches marron sur le lit, etc. C'est très subjectif et on comprend qu'il y a viol. Même ça, c'était impossible auparavant. C'est-à-dire que tout ce qui est sexualité, religion, c'est très difficile à aborder, surtout pour les enfants. L'homosexualité, non. N'en parlons même plus. Bah, vous avez vu en France, ouais. Je vais passer vers ouvrir une parenthèse pour les grands. Vous savez qu'au Maroc, un couple non marié ne peut pas aller à l'hôtel. Par contre, 2 hommes qui se présentent à l'hôtel, ils peuvent partager la chambre, 2 filles peuvent partager la chambre, mais pas un homme et une femme. Donc ça veut dire... Oui, qui ne sont pas mariés, hein, c'est-à-dire qu'on demande l'acte de mariage. Et ce qui veut dire que l'homosexualité est un mot tabou, c'est-à-dire que même si on sait que c'est 2 homos qui vont partager une chambre, on n'en parle même pas, on ne demande même pas les papiers, rien du tout. Donc ça, c'est encore, on en est très loin. Oui, pour vous rassurer, c'est vrai que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont ici, qui vivent en France. On a vu toutes les campagnes invraisemblables sur les études du genre dans les écoles. Enfin, c'est hallucinant de voir qu'en France, au XXIe siècle, il y a encore des gens qui fantasment sur le fait qu'on ose aborder, même de façon allusive, les questions des genres. Voilà, c'est... Donc, malheureusement, le Maghreb n'est pas le seul atteint par ces vestiges du passé, enfin, qui sont invraisemblables. Ben Fadlek. J'ai une petite réponse par le pratique, si on peut dire. Lorsqu'on était petits enfants, moi je me rappelle à l'âge de 9 ans, j'ai lu Le jardin parfumé de Nefzaoui. Et ce n'est pas moi seulement, on l'a lu tous, parce qu'il était en Tunisie publié, édité, partout, dans un petit livre comme ça de papier jaune, excellent. On l'a lu et on était magnifiquement, agréablement bien avec ce livre-là. Il y a ça, il n'était jamais interdit, il est jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais interdit, et tous les enfants, ils le lisent. Moi, je l'ai pris, ce livre-là, je l'ai illustré, et j'en fais un livre, et j'attends un éditeur peut-être, je ne sais pas. Et ça peut être pour les enfants aussi. J'ai fait autre chose. Comment? Non, c'est pas pour les enfants. Je l'ai. Oui, oui, c'est illustré, tout. Non, pour les enfants même. Pour les enfants. Je l'ai fait pour les enfants. Pourquoi? Excusez. Et les éditeurs et pas... Non, alors, non. Je parle d'autre chose. Moi, j'ai fait un livre pour les enfants, et ça, c'est pour les enfants. Et c'est pas sans doute, parce qu'il est édité et publié ici en France, mais vendu en Tunisie aussi, et le nombre de copies qui sont vendues en Tunisie, plus que sont vendues en France. Et c'est un livre sur la naissance. Et moi, je l'ai fait aussi pour mes enfants. Parce qu'un jour, et comme tous les enfants, et comme nous aussi, on a demandé comment on est né. On dit toujours des fausses réponses, des choses, c'est pas vrai. Cigogne. Et, voilà. Et
par contre, moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai expliqué avec ma femme était à côté de moi, la maman, et on a expliqué tout bien. Et je leur dis, je vais faire un livre pour vous. Et j'ai fait des illustrations. Je n'ai pas écrit des textes. Je fais tout illustré, bien même, et bien dans le sens clair. C'est ce que je veux dire. Et j'ai donné ces illustrations à une écrivaine française qui s'appelle Sylvie Durbeck. Elle a écrit un texte, son texte là-dessus. Son texte. Hein. Et j'ai donné les mêmes illustrations à un écrivain tunisien, sfaxien, qui a écrit son texte. Alors, ce n'est pas une traduction du tout. Et on a publié un livre bilingue. Et Sylvie Durbeck, elle est venue pour ce livre-là en Tunisie. On a présenté le livre partout en Tunisie, de Remède jusqu'à Bizerte. On a présenté ce livre. Il était bien grandir. C'est grandir. Voilà. Et c'est un livre qui parle de la sexualité, si on veut dire, de la naissance. Mais il y a aussi ce côté-là qui est tabou dans tout le monde. Ce n'est pas en Tunisie seulement, dans les pays arabes. Alors, voilà, une expérience, c'est tout. Ouais, c'est une réponse intéressante. Oui, Mathilde. Oui, effectivement, la naissance d'un voyage, qui est le titre de Raouf, est certainement, sur la question que vous posez de la sexualité, celui qui est le livre d'une audace folle, parce qu'effectivement, on voit le bébé sortir du ventre de sa maman, et on le suit, le cordon, on voit toute c'est très charnel. Et c'est un très beau livre publié chez Grandir, effectivement, en bilingue. Et c'est étonnant que ce soit aussi audacieux aujourd'hui, alors que les maqamat de El-Wasiti, par exemple, au XIIIe siècle, étaient illustrés et on voyait une reine en train d'accoucher. Et on voit encore, vous avez les miniatures avec la femme en train d'accoucher, exactement, presque dans une position. Je me suis demandé si Raouf avait vu la miniature avant de représenter l'accouchement. Mais sinon, il me semble que déjà, parler d'amour entre enfants, c'est audacieux. Je voulais vous montrer tout à l'heure un livre qui raconte une histoire d'amour entre deux enfants. Et ce livre-là, déjà, fait scandale. Le simple fait de parler d'une relation, et c'est la même que celle qu'a fait Farhana, qui a fait ce livre-là. Et c'est une histoire d'amour entre deux enfants, et ils se baignent ensemble et ils se tiennent par la main, et c'est c'est sensuel. C'est pas du tout charnel, mais c'est sensuel. Et déjà, ce livre-là a posé beaucoup de problèmes. Alors, vous parlez de sexualité, de représentation de tout ça. D'ailleurs, ça poserait des problèmes dans plein d'endroits. J'avais pas compris oui, la Nadia, question, oui. Parce que sexualité, c'est une chose et la naissance en est une autre. Parce que des livres comme ça, il en existe des centaines et des centaines au Maroc. Moi, je parle de l'acte sexuel, de parler aux enfants de la sexualité. Est-ce que, justement, ces livres-là existent? Comment on fabrique les enfants, c'est un peu ça, oui, quand même. Oui, mais est-ce qu'on explique comment on fabrique les enfants? Oui, voilà, on plante sa petite graine. Ça existe dans les livres scientifiques, je veux dire, il y en a partout. Mais parler dans un livre pour enfants et dire, bon, voilà ce que c'est la sexualité, voilà, non. Mais vous dites que Maghreb, la naissance, un enfant qui sort du ventre de sa mère, ça existe partout. Oui, ça existe au Maroc, bien sûr. D'accord. Bonne nouvelle. Sinon, on est en retard sur le XIIIe siècle. Hein, ben voilà. Oui, je ne sais plus qui demandait. Oui. Prenez un micro, s'il vous plaît, oui, qu'on vous entende. En plus, vous êtes filmé, hein, on passe sur CNN ce soir. Oui, en fait, je pensais le livre dont vous avez parlé, Les Petites Bonnes, l'auteur n'est pas marocaine, si je me trompe. Mais où est le problème? Oui, non, ça n'est pas un problème, mais je pense que le problème, c'est l'éditeur, après, et c'est où c'est édité. Donc, après le nom, je veux dire, personne ne va demander « Ah oui, parce que c'est une étrangère qui a écrit, que c'est osé. » Enfin, en tout cas, pour ce qui est des livres adultes, par exemple, je pense qu'il y a un livre... ça y est, excusez-moi, je suis un peu émue. Je repensais à un livre très fort qui était paru dans les années 50 ou 60.
c'est le passé simple. Oui. Et en fait, là, il ne faut pas être bégueule pour le lire. Non, mais Chokri, il a quand même parlé aussi de la sexualité. Oui, et l'homosexualité. Le pain nu, bon, et c'est vrai que ce sont des livres très forts. Pour ce qui est des auteurs classiques, il y a un éditeur irakien qui a repris la collection, ça s'appelle L'amour chez les Arabes. Là aussi, il y a des textes qui, je pense, peuvent régaler tout un chacun et qui ont été écrits par des théologiens. Je pense qu'on a des leçons à prendre des auteurs arabes ici en France pour ce qui est de la liberté de ton. C'est ce qu'on disait du XIIIe siècle. Oui. Voilà. Et effectivement, il y en a Zawi, mais il y en a d'autres. Et effectivement, alors par contre, pour les enfants, c'est peut-être plus difficile, mais je pense que dans les années 50 ou 60 ici, des mères qui parlaient ensemble se disaient, on parle de la petite graine, etc., qu'on donne au papa, que le papa donne à la maman. Donc, j'ai vécu cette expérience de la petite graine. Mon fils, un jour, il sort de son cours, il était fou furieux, il m'a dit « Mais maman, mais qu'est-ce que tu me racontais ?» Alors, la maîtresse avait demandé « Mais comment on fait les enfants ?» Et lui, il lève la main. Il dit « Eh bien, papa, il pose la petite graine dans la bouche de maman. » Et voilà, elle lui dit « Mon pauvre Reda. » Et là, il sort, il était... Mais on est parti directement dans une librairie, on a acheté un livre, et le soir, on a réglé le problème. Bien, merci de ces témoignages. D'autres questions? Sur les petites graines ou sur les grosses graines, oui. À nouveau, monsieur, oui. Pourquoi le porc? Pourquoi le porc? Le porc a jauni, ah d'accord. Oui, je voulais finir tout à l'heure en vous présentant un livre qui s'appelle Sabar Arwah, qui est un livre de Walid Taher qui interroge l'identité de l'enfant, qui est-il, de qui hérite-t-il, qui a été traduit et publié en bilingue au Port à Jauni. Donc le Port à Jauni, c'est ma petite maison d'édition marseillaise qui publie des livres bilingues parce qu'il pleut sur Marseille, le Port à Jauni, il pleut sur Marseille, Notre-Dame sourit. Et je cherchais c'est une vieille chanson marseillaise. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt par rapport à l'immense littérature, zone géographique dont on parle, mais ça, c'est en lien parce que je cherchais une phrase et je voulais qu'il y ait le voyage, qui est le port dans cette phrase, le port a jauni. El Mena El Asfar en arabe. Voilà, c'est un proverbe à rajouter quand tu t'allongeras sur les cuisses de ta grand-mère. Qui d'autre avant qu'on ne conclue? Oui, on a, je vois que Mahati nous fronce les sourcils, on a une demi-heure de retard, c'est terrible. Non, rien d'autre? Oui, je vous en prie, madame. Attendez, on va vous donner le micro. Attendez, parce que les gens ne vont pas entendre. Nous, on va entendre, mais pas le public. Allez-y. Bonjour. Alors, je voulais moi juste savoir par rapport à l'initiative que vous avez faite par rapport à Rabat, est-ce qu'elle serait, vous avez dit que ce serait dans les grandes villes, mais est-ce que dans les petites villes, dans les villages, est-ce que ce serait possible ou pas? Alors, déjà dans les villages, j'ai beaucoup tourné depuis quelques années. Je vais au fin fond des villages où même des fois on a du mal à y arriver. Et tout ça pour amener des livres à ces enfants. Bien sûr, je ne les donne pas gratuitement, mais je trouve des sponsors qui achètent les livres pour que moi je puisse les distribuer. Mais cette initiative à Rabat, vraiment, elle prend de l'ampleur. La presse en a parlé. Il y a même France Inter qui m'ont interviewé d'ici. Je ne sais pas comment ils l'ont appris. Là, je fais un passage de ma radio Orient aussi. Et du coup, j'ai une demande de Tanger, de Tétouan, de Marrakech, Casablanca, Ben Slimane, qui est une toute petite ville. Et
voilà, moi je réponds en disant de laisser décanter, que ça prenne bien, et à ce moment-là on verra avec les gens qui sont intéressés. Parce que ce qui m'importe en fait, c'est de trouver un lieu symbolique. Comme à Rabat, c'est la Bibliothèque nationale, c'est parfait. À Casa, ça peut être la bibliothèque de la mosquée parce qu'elle est énorme. Et après, dans les autres villes, il faut trouver comment. En plus, moi, je peux pas être là et là, donc il faut trouver ceux qui puissent prendre la relève ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment une très 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 bonne chose parce qu'on commence à avoir des fidèles qui viennent et même il y a des parents qui ramènent des caisses de livres pour les mettre à la disposition des autres enfants. J'ai développé depuis peu le système de l'emprunt aussi. Les enfants qui prennent des livres, qui les rendent la semaine d'après. Voilà, je fais un travail de bibliothèque en même temps. Mais... Bravo. Bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois on ressort de cette heure et demie un peu plus réconforté parce qu'on s'est quand même posé beaucoup de problèmes qui nous paraissent et qui sont graves et importants. Et en même temps, on voit que de beaucoup d'endroits, à la fois on y réfléchit, on y travaille et puis on avance. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes.